Bernard Riot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et journaliste. Vous êtes auteur d'une soixantaine d'ouvrages, c'est ce que l'on peut dire. Je crois que ça augmente à chaque fois d'une façon assez importante. Ça monte, comme la marée. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter 1200 lieux de légende en Bretagne. Oui. C'est un regroupement de multitudes de petites archives et pépites, on peut le dire, qui ne pouvaient faire ouvrage en tant que tel en fait. Oui, c'est quoique. Oui, il y a des choses qui peuvent. En fait, ce sont des. Quand je travaille sur un livre, je n'exploite pas tout mon matériau. Et quand j'ai travaillé sur la symbolique érotique dans les églises, j'ai pas tout mis. Avec le Cubéni. Quand j'ai travaillé sur le légendaire de la mort en Bretagne, pareil, il y avait des petites choses qui traînaient. Et donc je n'utilise pas tout mon. Il y a plein de petites choses qui restent au marbre, comme on dit dans la presse, sur le côté. Et donc ces petites choses, ces petites pépites, ajoutées les unes aux autres, ça fait des ruisseaux qui deviennent une rivière et les rivières deviennent un fleuve. Et donc au final, ça fait un pavé de... Je ne connais même pas le nombre de pages. De 608 pages. Voilà. Donc il y a 608 pages, 1200. En fait, il y a 1207 lieux. On a synthétisé pour mettre 1200 lieux. Et il y a à peu près 400 renvois. Donc il y a 1600 sites répertoriés. Alors la différence entre les notes et les renvois, c'est quand j'ai une histoire qui se répète, je vais la traiter une fois, et pas deux. Mais à la fin de mon article, je vais préciser qu'on va retrouver une variante de cette histoire à tel ou tel endroit. Par exemple, l'histoire des 7 saints de Croix-en-Bec, entre Pontivy et Loudéac, ça concerne 7 communes. Il y a 7 chapelles, et donc c'est à la fois Croix-en-Bec, mais aussi c'est Saint-Gérand, c'est Saint-Loneuc. Donc il y a tout un verso, et donc je n'ai référencé la légende des 7 saints que sur Croix-en-Bec, parce que c'était la chapelle la plus intéressante, et avec une croix de 7 chemins qui relie les 7 chapelles. Et cette croix est une croix où l'abbé Maunoir, le père Maunoir, le missionnaire, est intervenu pour exorciser une jeune fille qui avait été envoûtée par le diable en participant à un sabbat. Donc la croix des 7 chemins, c'est aussi la croix du sabbat. Et donc à la fin, je raconte l'histoire des 7 saints, qui ne sont pas les 7 saints fondateurs de Bretagne. Ce n'est pas Saint-Paul Aurélien, Saint-Samson, Saint-Corentin, Saint-Tugdual, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Saint-Materne, voilà, je les ai tous. Non, ce sont 7 autres. Enfin, et on va retrouver cette légende des 7 saints dans une douzaine de lieux en Bretagne. Le plus au sud, c'est à Guénouvry, en Loire-Atlantique, du côté de Guéné-Pinfo. On va la retrouver sur la côte nord, également à Vieux-Marché, dans le Trégor, mais également du côté de Saint-Malo, dans l'Esture de Harance. Et l'histoire des 7 saints, la plus intéressante, c'est effectivement cette légende de Pontivy-Loudéac, puisque ce sont 7 enfants, 7 frères qui naissent et qui sont abandonnés par leur mère, qui est une reine. Et en l'absence du roi, la mère accouche de cet enfant et elle va abandonner ses enfants dans la forêt en espérant qu'un loup passe par là et se fasse son petit déjeuner. Et malheureusement, pour elle, c'est une biche. La biche va adopter les 7 enfants, va les allaiter. Et les 7 enfants vont grandir, ils vont devenir évêques et saints. Alors l'histoire des 7 saints de cette zone, en fait, c'est un récit, c'est un archétype qu'on va retrouver dans la mythologie. Au Moyen-Âge, on pensait qu'une femme ne pouvait pas accoucher de jumeaux ou de triplés, de quadruplés, de quintuplés, qui plus est de septuplés, sans avoir un partenaire différent pour chaque enfant. Ça veut dire que la femme du roi, la reine, accouche de 7 bâtards. Alors pour une paysanne, c'est un peu moins grave, mais la femme du roi, ça veut dire que c'est 7 enfants illégitimes, et donc elle doit faire disparaître la cause
des enfants. Voilà le schéma, l'histoire. Mais ce qui est aussi intéressant, ce que je raconte dans l'article consacré à Croissant-Bec, au 700, c'est qu'on va retrouver ces 7 chapelles qui forment, 6 chapelles forment un quadrilatère, et une 7e chapelle se trouve comme une queue de comète, et je dis queue de comète à bon escient, puisque quand on regarde, on met sur une carte IGN ces 7 chapelles, on s'aperçoit qu'effectivement, elles forment la configuration d'un grand ours qui a 7 étoiles. Et que la chapelle, l'étoile la plus éloignée, celle de Saint-Launeuc, est reliée à toutes les autres par un chemin qui est balisé par des toponymes, Bel-Orient, ça veut dire aligné vers l'est, Bel Air, le point du jour. Donc on a effectivement une toponymie, donc on peut réactiver, comme pour le Cronan, une sorte de troménie entre les 7 chapelles. Voilà. Donc je raconte l'histoire de Croissant-Bec ainsi, voilà, en reliant à la fois la mythologie, la cartographie, le légendaire, le folklore et l'histoire des religions. On peut dire que c'est un dictionnaire, une encyclopédie, une... Oui, c'est un dictionnaire, une encyclopédie, oui. Un guide, ça participe des 3 en fait. C'est qu'on peut, il y a un index qui permet de véhiculer dans toute la Bretagne, on peut le mettre dans la voiture, et puis, tiens, aujourd'hui on est à Pont-Aven, qu'est-ce qu'il y a à voir à Pont-Aven? Ah, la dame de rue Stéphane, le bestiaire de Trémalo, on va aller voir rue Stéphane, Trémalo, et je donne effectivement les clés de compréhension. Alors, parfois, il y a un rythme de lecture qui fait qu'il y a des petits faits qui peuvent être relatés en 10 lignes, et puis, parfois j'en fais 2 pages ou 3 pages, parce que c'est pas à peine. Tout à l'heure on parlait d'une stèle de l'Antiquité qui se trouve à Belle-Île-en-Terre, au Palais. Et c'est une stèle dédiée à l'amour. Que fait cette stèle qui est posée sur la façade d'une maison à Belle-Île? Stèle de l'Antiquité, tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, un capitaine de vaisseau de Belle-Île est parti en Grèce, et puis il a fait comme on faisait à l'époque, il a pillé, il est revenu avec une stèle qu'il a posée sur sa maison. Voilà l'origine de cette stèle qu'on trouve aujourd'hui à Belle-Île. Alors, c'est pas marqué sur la maison, il n'y a pas l'histoire, donc je redonne l'histoire de la stèle. Voilà. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Comme j'ai l'habitude de dire, moi j'écris beaucoup dans la marge, mais la marge fait toujours partie de la page. Et oui, oui, c'est certain. Et je donne des faits. C'est-à-dire que quand je vais sur un lieu pour un travail, par exemple pour un ouvrage qui va parler l'année prochaine, j'ai dû me déplacer à Baie. Alors Baie, c'est pas le Baie de Quimperlé, c'est le Baie d'Ille-et-Vilaine, entre Vitré et Fougères. Ça ne se fait pas de la même manière, ça se prononce de la même manière, mais c'est pas la même commune. Et donc en allant à Baie, donc pour visiter la collégiale de Baie, une magnifique collégiale, alors ça se trouve complètement décalé par rapport à la voie express Rennes-Vitré, donc personne ne va à Baie. Et moi je vous invite à aller à Baie parce que c'est une collégiale magnifique. Eh bien, donc moi j'y étais pour voir les vitraux, et quand je visite... Excuse-moi, les vitraux qui vont être le thème d'un prochain livre, voilà, c'est ça? Les vitraux historiens de Bretagne. Et donc, en visitant la collégiale de Baie, je me suis rendu compte qu'il y avait un magnifique porche sculpté. Et là, je vous laisse toute la surprise de voir ce qu'il y a sur le porche sculpté de Baie. Mais en sortant, sur le sud, au midi de la chapelle, je vois un ours sculpté, un ours qui, avec ses pattes, écarte son cul et qui pète. Le pet de l'ours. Que vient faire l'ours péteur à Baie? Alors en fait, l'ours péteur à Baie, il a une raison d'être à Baie. D'une part, parce que le patron de Baie, c'est Saint-Mars, qu'on va retrouver en Loire-Atlantique sous Saint-Mars de Coutet, par exemple. Et Saint-Mars, il est comme Saint-Martin fêté en novembre. Alors, tout le monde a oublié la fête de Saint-Martin à cause du 11 novembre. Le 11 novembre 1918 a écarté et poussé Saint-Martin dans les oubliettes. Mais le 11 novembre, c'est Saint-Martin. Il y avait des foires. Et Saint-Martin, il est lié à l'ours Martin, qu'on montrait à la foire.
Et pour une raison évidente, c'est que le 11 novembre, on commence l'hibernation de l'ours. L'ours se met en hibernation. Et lorsqu'il sort de son hibernation, début février, l'ours va péter. C'est-à-dire que quand il rentre en hibernation, il se bloque effectivement tous les orifices. Et pour son cul, il le bloque avec un bouchon végétal. Et à la fin de l'hiver, pof, il fait sauter le bouchon. Voilà. C'est le rite du paix de l'ours qu'on va retrouver dans les carnavals de l'Ariège, par exemple. Voilà. Les carnavals de l'ours qu'on a en Ariège, dans les Pyrénées, on va retrouver le rite effectivement du paix de l'ours, où un homme va se grimer en ours et va péter. Hein, donc l'ours de Bègue, il y a une raison d'exister, hein, parce que voilà, c'est rite carnavalesque dédié à Saint-Mars. Voilà. Donc moi je détricote tout ça, et puis je refais ma sauce et j'écris effectivement ces petites pépites, comme vous dites, de l'histoire et du paysage et de la mémoire. Par rapport au livre de Monsieur Le Scouézec sur l'histoire de la Bretagne mystérieuse, est-ce que tu as... C'est un livre qui date de quelques années déjà. Oui, 1966. Alors je rends à César ce qui appartient à César, à savoir que moi j'ai utilisé le guide noir de la Bretagne mystérieuse de Le Scouézec, qui était paru aux éditions Tchou en 1966, pour découvrir la Bretagne, puisque Le Scouézec avait eu une idée de génie, c'était effectivement de parler de toutes ces choses qui n'étaient pas dans le guide bleu Gallimard, hein, et qui n'étaient, parce qu'on ne parle que des choses très officielles, hein, les alignements de Carnac, le château de Josselin, etc. Mais les petites choses, on n'en parlait pas parce que ça ne nécessitait pas, effectivement, ça n'intéressait pas beaucoup les historiens. Et donc Le Scouézec, il m'a permis de découvrir une autre Bretagne. Le seul problème, c'est que le guide de Scouézec a été publié en 1966. Ça veut dire qu'il a été écrit en 1965 ou plus tard. Et en 1965, il y a 60 ans, on n'avait pas encore un certain nombre de découvertes archéologiques ou d'analyses épigraphiques. Et donc Le Scouézec, parfois, il a complètement déliré. Hein. Dans le cas de la Vénus de Kinipili, il est parti sur une égyptomanie un peu bizarre. Dans le cas de l'étymologie de la ville de Carhaix, il est encore à Keraès, la ville de la déesse Aès, alors qu'aujourd'hui on sait que Carhaix doit son nom à un mot latin et non pas à un nom breton, c'est Corofficium, qui signifie carrefour en latin, parce que Carhaix était un carrefour de vin romaine. Donc, mais entre-temps, les celtomanes sont passés, donc on parle encore aujourd'hui de Keraès, mais à mauvais escient. D'accord. Puis parfois il y a des faits légendaires qui sont colportés, là encore, parce qu'on est dans une société un peu du copier-coller, où on va vite, on pique, et puis on ne vérifie pas. Oui. Et par exemple, dans la Dame Blanche de Trécesson, à Campénéac, Fred Brocéliande, tout le monde parle de la légende de la Dame Blanche. C'est pas une légende, c'est un fait réel. C'est un fait réel. On connaît le nom de la Dame Blanche, Tréphine de Kermer. On connaît la date de sa mort, c'est au milieu du XVIIIe siècle. On connaît la raison de son assassinat et on connaît l'identité de ses assassins. On connaît tout. Mais faut-il aller encore aux archives? Voilà. Et ne pas colporter une légende. La légende est belle, hein, puisque c'est effectivement cette femme en fait a été assassinée par ses frères, puisqu'elle s'était mariée secrètement à un ennemi de la famille. Donc c'est une sorte de vendetta. Donc elle a été assassinée et enterrée. Alors on ne sait pas si elle a été enterrée vivante ou pas. Toujours est-il qu'elle a été enterrée et qu'elle est morte, ce qui a donné un fantôme. Et la Dame Blanche de Trécesson. Qui se démultiplient partout en Bretagne. On en a tous des dames blanches. Des dames blanches partout. À chaque fois, il y a une histoire. Il faut toujours gratter, parce que l'histoire n'est pas toujours la même. La Dame Blanche de Rustéphane, c'est pas la même chose. C'est pas la même. C'est pas la même que la Dame Blanche de Trécesson. Mais à chaque fois, il y a une histoire. Alors, soit il y a une gouerse, soit il y a un conte, soit il y a un fait divers, qui est le fait divers, c'est évémérisé et est devenu une légende. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de redonner du sens. C'est-à-dire pourquoi, effectivement, si on parle de Pont-Aven, pourquoi le chien au phallus de Pont-Aven, qu'on va retrouver aussi dans la chapelle Saint-Hervé à Gouin, pourquoi ce chien au phallus?
parce qu'on sait bien que c'est pas un os, quoi. C'est un os à moelle, hein, en quelque sorte, qui est figuré à Trémalo. Et donc, effectivement, c'est un symbole compagnonique. Dans une église, vous avez l'ours aussi. Il peut être représenté, pas l'ours pétard, mais il va représenter l'architecte. Il va représenter le maître. Et puis, vous avez le chien qui va représenter le compagnon. Et vous avez le lapin qui va représenter l'apprenti. Et qu'on appelle toujours dans le monde compagnonique, effectivement, on parle du lapin pour l'apprenti. Et pourquoi effectivement un chien au phallus? Ben, vous avez tous vu un chien qui aboie, et pour le cesser d'aboyer, on lui met un bâton dans la gueule. Et quand le chien a un bâton dans la gueule, il mord bien son bâton, et il cesse d'aboyer. Et en langage compagnonique, aboyer, c'est parler à tort et à travers. Ah oui. Et oui. Donc, le chien au phallus de Pont-Aven, c'est une allégorie du compagnon qui ne doit pas parler à tort et à travers. Donc, pour ne pas parler à tort et à travers, on lui met un bâton dans la gueule. Mais symboliquement, pourquoi un phallus plutôt qu'un bâton? Parce que c'est très simple, le phallus, c'est le sexe. Donc, c'est des instincts, c'est des pulsions. Et il faut que le compagnon maîtrise ses pulsions, ses instincts, pour avoir l'esprit clair. D'accord. Voilà. Voilà l'histoire du chien au phallus de Pont-Aven et celui de Saint-Hervé. Donc moi, ça m'intéresse effectivement quand je trouve des pépites comme ça, que ce soit à Pont-Aven, à Baie ou ailleurs, je suis content parce que je vois quelque chose d'inédit, avec une histoire à raconter, déjà une énigme à résoudre. Moi, intellectuellement, ça m'intéresse, parce que ça me fait fonctionner mon cerveau, donc je cherche une énigme, et je cherche à comprendre pour quel sens, parce que rien n'est anodin. Enfin, c'est ma théorie, hein, que Michel Maffezoli, le docteur à la Sorbonne, m'a validé dans le Kibini, mais je dis que tout détail est un détail signifiant. Et qu'on n'est pas dans une société, une civilisation, aujourd'hui peut-être, mais hier ce n'était pas le cas, on n'était pas dans une civilisation où rien n'avait de sens. Tout avait un sens. Dans un récit médiéval, si on prend par exemple la légende du Graal, de Chrétien III ou des versions insulaires, de Geoffroy de Monmouth ou autres, quand l'écrivain parle d'un arbre, il mentionne l'essence de l'arbre. Il ne dit pas c'est un arbre, il dit c'est un pin, c'est un chêne. Et ça a un sens, parce que le pin et le chêne, c'est pas la même chose. Et si par exemple, dans Roman et Iseux, alors là on digresse un peu, hein, mais dans le roman de Tristan et Isolde, vous avez le nain Froissin, qui est un méchant personnage, hein, qui colporte des mauvais bruits, mais pas forcément des contre-vérités, hein, pas forcément des mensonges. Et le nain Froissin, il apprend que c'est lui qui va dénoncer le couple adultère Tristan et Isolde au roi Marc. Et c'est lui qui sait, qui voit tout, il entend tout. C'est l'équivalent du fou du roi. Et le nain Froissin, il sait que le roi Marc, il a des oreilles de cheval. Le roi Marc cachant effectivement ses oreilles de cheval. Le nain le sait. Mais comme il n'a pas le droit de le dire. Mais il faut bien qu'il le dise, il faut que ça sorte. Hein. Il ne faut pas garder tout à l'intérieur de soi. Donc il met sa tête dans un talus, hein, dans un creux de talus, et il dit, le roi Marc a des oreilles de cheval. Et il est persuadé que personne ne l'a entendu. Et effectivement, personne ne l'a entendu. Sauf que un luthier passe par là, voit ce bois. Oh, quel beau bois! Je vais en faire une harpe. Et voici que, à la cour du roi Marc, concert donc le harpeur, et la harpe se met à dire le roi Marc a des oreilles de cheval. Et pourquoi effectivement, et donc si on revient à l'origine, pourquoi effectivement ce bois? Parce que c'est un bois d'aubépine, et l'aubépine c'est l'arbre des fées.
Donc voilà, en fait, vous Ah détricotez oui, tout. ouais, oui, c'est vraiment Et très tout a un sens. détricoté. Voilà, tout a un sens. Voilà. Ce qu'on a oublié aujourd'hui. Donc moi, mon travail, c'est de remettre du sens Oui, dans, oui. dans mes recherches. Oui. C'est mon travail à la fois d'historien, mais aussi d'ethnologue, de mythologue. Enfin, tout se croise, quoi. On n'est pas, je ne suis pas dans une spécialité. Je suis obligé d'être à la fois un peu archéologue, un peu linguiste, un peu ethnologue, un peu sociologue. Enfin, et puis, quand on regarde toutes les couches par-dessus, en fait, on s'aperçoit que effectivement, tout le puzzle prend un sens et s'articule. C'est quand même un travail de fourmi. Hein. Passionnant. Passionnant, je n'en doute pas. Je Ah suis oui, mon premier absolument. lecteur, donc je me fais d'abord plaisir. Et Ce livre représente une masse de travail considérable. oui, puis en fait, c'est une accumulation. Alors, je vais vous donner une autre anecdote. Je me suis baladé en Côte d'Or, en Bretagne, pour un autre ouvrage. Enfin, pour deux autres ouvrages que j'ai faits. Et la Côte d'Or, c'est la Bourgogne. C'est le pays d'Henri Vincenot, notamment. Et à la fois le pays d'origine de Vincenot et le théâtre de plusieurs de ses romans, dont Le Pape des Escargots. Magnifique roman de Vincenot. Et donc, un jour, je vais me balader à la Marzel pour faire un repérage sur un itinéraire de randonnée pour un guide de randonnée. Et à la fin de mon repérage, je vais à la mairie, je rencontre le maire, je lui dis pourquoi je suis là. Il était très content qu'on fasse un itinéraire de randonnée sur sa commune. Et il me dit, si vous avez le temps, je vais vous montrer des petites choses qu'on va avoir qui sont intéressantes. Et il m'amène dans la forêt, dans une des forêts de massif forestier, et là, il y a des stèles qui datent du Moyen-Âge, qui sont espacées, et qui balisent un vieux chemin de pèlerinage, qu'on appelle la marche à l'étoile, et qui reliait effectivement plusieurs lieux sacrés, et qui arrivaient à l'abbaye Saint-Selme, là où Vincenot a localisé un épisode du Pape des Escargots. Et à bon escient, parce que Vincenot, il n'inventait pas. Il inventait, mais pas tout. Et sur le porche de l'église abbatiale, vous avez des escargots sculptés. Et pourquoi l'escargot? Parce que l'escargot, c'est le cheminement intérieur. C'est le colimaçon. C'est aller à l'intérieur de soi. Donc il y a un côté initiatique. Et ces escargots, effectivement, de Saint-Saint-Lally, je les ai retrouvés à l'abbaye, non pas à l'abbaye, mais à la cathédrale de Nantes, à la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Vous avez des escargots sculptés. Alors ils ne sont pas à l'extérieur de l'église, ils sont à l'intérieur de l'église. Ils sont à l'intérieur du porche occidental de la cathédrale de Nantes. C'est le même sens que les escargots de Saint-Saint-Lally. Voilà. Donc moi, j'invite, et par mes ouvrages, j'invite les gens à pas se comporter comme des bigots, mais comme des curieux. Je n'ai rien contre les bigots, hein. Mais le bigot, c'est celui qui croit sans réfléchir, parce qu'il est dans l'obéissance. Et moi, j'aime bien la désobéissance. Et en fait, j'avais un vieil ami qui est décédé, qui était Albert Poulain, qui était conteur, ethnologue, etc., architecte. Et Albert m'avait donné un conseil. Il me dit, quand tu vas dans une église, baisse pas la tête, lève la tête, regarde en haut. Tourne le dos à l'autel, regarde. Et en fait, c'est ce que je fais dans une église, je regarde. Et quand, effectivement, on regarde, on voit des choses. Et à force de regarder, on voit de plus en plus de choses. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai été à Travallo, je n'ai pas vu le Chirophallus. Ah oui. Je l'ai vu des années plus tard. Et puis, les lecteurs ils sont surpris, ils disent, c'est pas vrai, je connais bien mon église, il n'y a pas ça dedans. Je dis, écoutez, retournez voir. Et puis, en regardant sciemment, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Alors parfois, elles sont cachées, plus ou moins cachées, par
une rangée de chaises, hein, le couple nu qu'il y a dans l'église de Loctudie, au pied d'une colonne dans l'abside, effectivement, le prêtre du lieu a cru bon de mettre des chaises devant. Innocemment sans doute. Donc il faut les trouver. Oui, Hein. ouais. Et parfois on les trouve en bas et puis parfois on les trouve en haut. Alors, parfois on les trouve à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc le but en fait c'est un jeu de pistes. Et donc mes lecteurs participent au jeu de pistes aussi parce que à la fin, il m'envoie, alors pour le Cubéni, on était rendu à la 4e édition, et bien à chaque fois je fais une mise à jour, j'ajoute 2-3 petites choses, parce que bon, Ah oui, oui, oui. alors moi je continue de chercher. Il y a des données qui arrivent, quoi. Et puis il y a d'autres données qui arrivent, donc je mets systématiquement à jour. Donc c'est ce que je trouve bien, c'est de... Puis à chaque fois que je fais un livre, j'apprends, donc je suis moins bête à la fin de la journée que le matin, et puis après je partage, parce que un livre c'est fait pour être lu, c'est pas... Quand on a une information, il faut la diffuser. Moi je considère que notre patrimoine, qui est d'une très grande richesse, la meilleure manière de le protéger, c'est d'en parler. Une église, c'est pas un musée, c'est un sanctuaire. Bien sûr. Donc une église doit être ouverte. Et plus une église sera ouverte, plus elle sera visitée, plus elle sera protégée. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, les vols dans les églises n'ont pas lieu dans la journée, mais la nuit. Voilà. Comme il n'y a pas de système d'alarme, un pied de biche, ça se fait en 5 minutes, généralement pas une commande. Et donc, ça ne sert à rien d'enfermer dans la journée. Au contraire, puisqu'on interdit aux gens de venir prier. L'église, c'est pour prier. Hein. On peut la visiter, mais d'abord, c'est pour prier. Et c'est pour ce... Voilà, on croit ou on ne croit pas, mais c'est effectivement d'abord une église religieuse. Et donc plus on va en parler, et plus on va le protéger. Et puis vos livres, du coup, sont de formidables éveils du regard pour